Et bienvenue dans Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à présent à partir de photos qui font sens. Avec vous, James André, bonjour. Bonjour. James, qui est de retour d'Ukraine, un pays que vous avez sillonné la semaine dernière aux côtés de Catherine Nord-Estreinte et Tarakai. Vous avez parcouru plus de 4500 km. Ouais. On vous avait régulièrement à l'antenne pour nous témoigner de la réalité sur le terrain. Vous étiez sur place notamment au moment des pourparlers engagés entre Russes et Ukrainiens. Des discussions évidemment menées sous l'égide des États-Unis, des pourparlers qui n'ont pas été fructueux au moment où l'on se parle. Et vous nous avez ramené de cette mission un cliché, une photo, on va la regarder. Vous allez nous l'expliquer peut-être. Oui, tout Qu'est-ce à qu'on fait. y voit sur cette photo? Eh bien, écoutez, sur cette photo, on voit les secours qui arrivent juste après une frappe de drone Shahed sur la ville de Kharkiv. C'était la nuit. En fait, on a entendu les sirènes se déclencher. Ensuite, nous, on s'est mis à l'abri. On a entendu les explosions au loin et on s'est rendu directement sur place pour comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, on voit sur cette photo les images de ce qui reste d'un marché couvert, un marché aux légumes qui a été totalement détruit par cette frappe de drone Shahed. Et pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que cette photo, cette image était assez forte, mais surtout, c'est vraiment, je dirais, ce qui nous a le plus marqué, l'équipe et moi, en étant sur place pendant toute cette durée. C'est cette politique de terreur, finalement, qui est mise en place par les Russes. Ces frappes de ces drones qui sont finalement assez bon marché. Hein. Les drones Shahed sont des drones qui sont mis au point, qui avaient été mis au point par l'Iran, qui sont vendus à la Russie, qui sont relativement bon marché. On parle d'une vingtaine de milliers de dollars pour un drone basique. Après, on peut y mettre de nombreux capteurs et le prix peut gonfler, mais qui sont envoyés par vagues sur l'Ukraine chaque nuit. Et Kharkiv, qui est une ville qui n'est pas sur la ligne de front, hein, qui normalement est plutôt calme, eh bien, ce soir-là, a été victime de ces frappes. La menace, elle est constante. Vous nous en avez témoigné à plusieurs reprises sur cette antenne parce que vous en avez vous-même directement, vous l'avez vécu directement, cette menace, pendant la mission à 2 reprises, je crois. Tout à fait. Alors, à Kharkiv, effectivement, et puis à Kropyvnytsky. Alors, Kropyvnytsky, c'est une ville qui se trouve au centre de l'Ukraine. C'est une ville qui a vraiment été, je dirais, épargné par la guerre. C'était un centre industriel, une bourgade où finalement les choses ont été plutôt calmes et qui là, justement, au moment où on était en train d'arriver, et c'était une de nos premières étapes en fait durant ce voyage, on s'est retrouvé en fait sur la route et on a vu travailler en fait les brigades anti-drones, c'est-à-dire les chasseurs de drones comme ils les appellent, qui utilisent en fait des mitrailleuses lourdes et qui essayent d'abattre ces drones. Et donc on a vu passer au-dessus de la voiture des balles traçantes, on entendait les tirs et ensuite on est arrivé tout de suite à l'hôtel, on s'est mis sous l'escalier et vraiment on a vu que le personnel de l'hôtel était terrorisé aussi, parce qu'effectivement, on ne sait pas où ces drones vont tomber. En fait, ils sont programmés, en réalité, ils ne sont pas vraiment pilotés. Et puis, ils peuvent tomber n'importe où. Et on s'est bien rendu compte, alors à 2 reprises, aussi bien à Kharkiv qu'à Kropyvnytsky, que, in fine, les objectifs ne sont pas forcément militaires. On a été en fait au résultat de 4 frappes en tout. À chaque fois, il s'agissait d'habitations, de structures complètement civiles. Finalement. Absolument. Juste une question comme ça, on ne sait pas où la menace va tomber, où ces drones vont frapper. Comment est-ce qu'ils réagissent, les Ukrainiens? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Il y a des alertes, vous nous parlez de ces balles traçantes, mais qu'est-ce qui se passe? On se met à l'abri et puis on attend? Alors, on se met à l'abri, on attend. Il y a effectivement des alertes, donc il y a un système d'alerte. Ce qui se passe, c'est que les gens... Alors, ça reste des charges qui ne sont pas forcément extrêmement puissantes, mais ça va souffler, par exemple, toutes les fenêtres. Donc, les gens, malheureusement, ce qui va leur arriver l'immeuble très derrière vous souvent... qui a été soufflé. Exactement, donc les fenêtres sont toutes soufflées, et les gens sont blessés, en fait, par les éclats de verre, très souvent. Par exemple, sur la frappe de Kharkiv, c'était une petite fille de 11 ans qui avait eu l'œil blessé. Et l'autre chose qui est frappante, c'est qu'au bout de 3 ans de guerre, c'est la résilience aussi de ces Ukrainiens qui sont tellement habitués, malheureusement, à ce qui se passe, que vous avez, en même temps que les secours, des brigades, des organismes qui arrivent avec du contreplaqué, des scies, et qui remplacent immédiatement les fenêtres de manière à ce que les gens puissent continuer à habiter chez eux. Et ça se passe en temps réel. Ils arrivent derrière les pompiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Vous voyez là, on voit une dame à qui on a parlé d'ailleurs, ça c'est à Kropyvnytsky, qui est en train de nettoyer donc les débris de verre de son appartement. Et cette dame, quand on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle nous a dit, parce qu'évidemment, nous on était là au moment de ces pourparlers de cesser le feu. Et elle nous a dit, mais écoutez, nous, on n'y croit absolument pas. Regardez ce qui vient de se passer devant chez nous. Oui. Comment voulez-vous qu'on croie que les Russes veulent arrêter la guerre? Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous terroriser, ils sont en train d'essayer de nous pousser à accepter n'importe quelle condition. On n'est pas d'accord. Et le maire de Kropyvnytsky me disait, écoutez, 3 ans, on a été à peu près tranquille. Regardez ce qui vient de se passer. C'était toutes les nuits dans une ville différente pendant qu'on était là. Il a dit, clairement, l'objectif est de forcer l'Ukraine à se coucher, alors que on ne veut pas accepter n'importe quoi, à n'importe quel prix. La résilience, mais pour autant, on ne se berce pas d'illusions. Vous venez de le dire, on n'y croit pas à ce cessez-le-feu, en tout cas en l'état aujourd'hui. Vous êtes aussi rendu, James, avec l'équipe sur le front dans le secteur de Pokrovsk. Là aussi, c'était encore des frappes de drones, mais d'un autre type.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est les drones. En fait, il y a vraiment, c'est devenu une guerre de drones. On s'en est vraiment rendu compte sur le terrain. C'est ça qui est le plus frappant. La différence par rapport à ce que j'avais pu voir moi dans des voyages précédents, c'est que ces drones. Alors là, en l'occurrence, on le voit ici, mais je vous propose qu'on regarde la séquence. Pourquoi? Parce que ça a été tourné. Cette image a été prise dans un petit village qui s'appelle Novopavlivka, qui se trouve à 10 km de la ligne de front. Donc à l'est de Pokrovsk. Et cette dame, sa maison, justement, un de ses drones s'était abattu dans le champ devant. Donc vous voyez le cratère. Donc elle a eu, entre guillemets, de la chance. C'est pas tombé sur la maison, c'est tombé Là, devant. c'est le cratère que vous touchez avec votre Voilà. main. Hein. Mais on se rend compte des dégâts derrière. C'est-à-dire que tout a été soufflé à proximité. Et ces gens-là vivent sous ces drones. Donc je vous propose de voir ce que ça donne. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Marina, выйди! Oui. Alors ce qu'on entend là, ce sont les tirs en fait de l'armée ukrainienne qui essaie d'abattre ce drone. Alors ça, c'est encore un autre type de drone. Ça, ce sont des drones en carton. C'est-à-dire, c'est comme des avions télécommandés. Ouais. Ils sont très légers, très basiques. Qu'on pilote, donc c'est pas des drones qui ont vocation à aller très loin, c'est pas comme les Shahed qui ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Là, c'est vraiment pour, on va dire, intervenir sur la zone frontalière. Ils peuvent faire de l'observation et ils ont quelques kilos d'explosifs dans le nez. Et tout simplement, quand ça tombe, eh bien, ça explose. Et ça fait donc des dégâts qui peuvent être importants. Mais surtout, ces gens-là vivent dans une terreur permanente, le nez en l'air. Et ce qu'on vient d'entendre, en fait, on l'a tourné alors qu'on était en train d'interroger les gens sur la place du village. Il reste plus beaucoup d'habitants. Il y a beaucoup de soldats, notamment, qui viennent se restaurer parce qu'il reste une petite gargote où on vient manger un morceau. Eh bien, on était là, tout simplement, en train de parler aux gens. Et tout d'un coup, on entend ces bruits. Vous entendez zzzz, et généralement ça commence à tirer, mais à partir de ce moment-là, c'est la panique, tout le monde se cache et on ne peut pas vraiment rester parce qu'on sait, par expérience un peu partout en Ukraine, que le fait d'être visible peut être une raison pour que le pilote de drone simplement décide de faire s'abattre le drone sur vous. Alors c'est aussi à proximité de cette région, hein, donc de Pokrovsk, que vous avez pu passer une journée auprès, on vous avait retrouvé à ce moment-là, des artilleurs de l'armée ukrainienne. Vous avez pu mesurer à leur côté la fatigue de ces hommes, forcément. Absolument. Alors les positions d'artillerie, c'est vrai que ce qui a changé, c'est que là aussi, une fois de plus, rapidement les drones, on peut plus y aller 2 heures. On est obligé de rester sur place 12 heures. Parce qu'en fait, il faut arriver avant le lever du soleil. Alors pas de nuit, parce que si vous arrivez de nuit, vous pouvez être repéré par les drones à caméra thermique. Pas de jour, parce que c'est déjà les caméras de jour. Donc le moment Quand vous le allez plus sur des sûr, positions comme celle-ci, oui. c'est ça, c'est 12 En fait, heures. on est parti de l'hôtel à 2h30 du matin. On est arrivé à proximité de la position, parce qu'on peut pas dormir plus près. Là-dessus, on est arrivé peut-être vers 4h30 du matin. On est monté dans un véhicule. On nous a emmenés tout de suite sur la position. Sur la position, on vous largue, on vous dit maintenant, vous descendez, vous allez là-bas, vous vous mettez dans le soubassement de la maison, etc. Et puis le véhicule repart parce qu'on veut pas que ces positions soient repérées justement par les drones. Parce que si jamais ils le sont, à ce moment-là, la contre-batterie démarre et ces positions sont frappées. Et donc ils utilisaient ici, c'est un drone d'artillerie. C'est un char d'artillerie américain, un canon motorisé qui date des années 70. Donc ils n'ont pas le problème par contre de la maintenance américaine. Ça, c'est du matériel qui va continuer à fonctionner même si les Américains retirent leur aide. Mais par contre, ces hommes à qui on a parlé, bien effectivement, ils vivent quelque chose de très difficile. Alors la plupart d'entre eux ont été mobilisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été volontaires pour aller dans l'armée. On les a appelés en disant voilà, vous devez venir défendre votre pays. Pour la plupart, dans cette unité, c'était il y a quelques mois. Et il vous raconte en fait que, il y en a un qui était un ancien soudeur, il y en a un qui était un commercial d'ailleurs, qui lui avait fait le choix d'ailleurs de venir s'inscrire volontairement pour pouvoir choisir où il allait pouvoir être, et qu'il a choisi l'artillerie. Mais ces hommes vous racontent tous à peu près la même histoire, c'est-à-dire que leurs femmes sont parties au début du conflit avec leurs enfants. Leur famille en réalité a été détruite, c'est-à-dire que ils ne sont pas du tout sûrs que la famille va revenir, parce que ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Leurs femmes, souvent, ils l'ont perdu de vue, voire ils se sont séparés. Il y en a un qui m'a dit, écoutez, moi, j'ai préféré tout arrêter de moi-même parce qu'on s'était pas vu depuis 2 ans et demi et parce que, de toute façon, je voulais pas qu'elle vive dans la peur que je puisse être tué au front. Donc, à partir du moment où elle a été mobilisée, il a arrêté. Et donc, c'est des hommes qui sont vraiment brisés. Il faut imaginer qu'ils vivent dans des conditions qui sont très dures. Nous, on a passé, avec Dmitro Kovalchuk, le fixeur, on a passé 12 heures sur la position. Ils ont tiré 50 obus. Le lendemain, on a tous les deux eu mal à la tête toute la journée. Et puis ils vivent en fait dans un sous-sol avec des bancs en bois et ils déplacent ce véhicule tous les 15 jours. Donc si vous voulez, c'est vraiment très dur et c'est vraiment, on sent la fatigue. Et quand on leur parle, je vous propose d'écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Parce que vous nous avez ramené des images et des témoignages précieux, on va les écouter.
У меня дети, видишь, всё. J'ai des enfants. Je ne veux pas qu'ils vivent sous occupation russe. При России. Перемирие. Un cessez-le-feu Полное, complet, oui. а временное Partiel, non. нет. Пострел! Je veux juste rentrer. Il faut que ça cesse, qu'on puisse rentrer à la maison. Vous êtes fatigué? Bien sûr qu'on est fatigué. Хорошо. Le plus dangereux c'est les drones lancettes. Ничего. C'est la guerre, c'est comme ça. Быстрее бы она закончилась. J'espère que ça va s'arrêter bientôt. Mais honnêtement, avec notre gouvernement, je ne me fais pas d'illusions. Je préfère ne pas y penser. И даже и думать об этом не хочу. Voilà, on entend les témoignages évidemment précieux de ces soldats. Ce sont des militaires. Il y a aussi des civils qui sont contraints de fuir, d'abandonner du jour au lendemain leur village, leur maison. Ça s'est passé notamment à Soumy. Oui. Vous êtes allé sur Alors on place s'est rendu compte, on s'est rendu également à Soumy. Soumy qui est devenue une zone où en fait, il faut une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et c'est compliqué à obtenir. Et en fait, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ces centaines de personnes. Et donc, on voit cette image. Ça, c'est un centre d'accueil des déplacés des villages, donc ukrainiens, qui sont juste de l'autre côté de la frontière russe et sur lesquels les Russes sont en train d'avancer à l'heure où on se parle. Ils sont en train de traverser. Et en fait, il y en a 400 par jour qui arrivent. Ces gens-là nous décrivent des scènes catastrophiques d'obus qui s'abattent sur leur maison. Ils sont forcés de fuir. Il faut savoir que c'est des zones qui ont déjà été évacuées. C'est des zones qui ont été prises, reprises, etc. Et qui aujourd'hui, en fait, ces gens-là sont les derniers et ils fuient parce que la situation est tout simplement intenable. Et donc, ils arrivent effectivement à Soumy et on les loge, on les nourrit. C'est très compliqué. Donc là, on a une situation au nord où effectivement l'Ukraine a perdu cette incursion qu'ils avaient fait en territoire russe et ils avancent côté ukrainien. Et là aussi, les combats sont extrêmement durs. On nous les a décrits et c'est vrai que la situation est assez catastrophique.